Hello everyone, I want to welcome you on the webinar Industrie du futur, comment l'associer à la personnalisation des masses et l'agilité des systèmes de production. This webinar is coordinated by French collective des pôles de comptabilité, and this is done as a part of the GIFOF project. I'm doing introduction in English, but the whole rest of the webinar will be in French. Before we dive into the details, I would like to tell you a few words about technical aspects. So we are using GoToWebinar platform. So if you're a participant, your microphones are muted. But if you want to ask us questions, do feel free to expand the GoToWebinar panel, and then you have an option questions. If you type your questions, we'll be glad to answer them at the very end. And now I want to pass the presentation to my colleagues. So, Xavier, the floor is yours. Merci Zygmunt. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce petit moment de partage d'expertise. Alors, ce webinaire est organisé par le collectif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, collectif des pôles de compétitivité pour l'industrie du futur, puisque la région est particulièrement impliquée dans le développement, le déploiement de l'industrie du futur dans toutes ses formes. Également, deuxième aspect, ce webinaire, on l'a voulu en collaboration entre industrie et académique. Il nous semble, dans l'époque qu'on vit, qu'il y a pas mal de perturbations aussi, que l'avenir de l'industrie européenne, l'industrie française, elle a besoin de se baser sur des nouvelles formes de collaboration et une collaboration forte entre académique et industrie. Alors, 3 intervenants aujourd'hui. Arnaud Boquillon, du pôle de compétitivité SIM, qui introduira justement une vision industrielle des enjeux de la personnalisation et de l'agilité. Alain Medini, qui est enseignant-chercheur à Mines Saint-Étienne et qui nous apportera son point de vue justement sur la mass customisation, les différents principes, mécanismes liés à la mass customisation, capacités industrielles également qui sont associées à ça. Et le professeur Xavier Delorme, également enseignant-chercheur à Mines Saint-Étienne, spécialiste sur les systèmes de production et notamment avec beaucoup d'expertise sur la flexibilité et la reconfigurabilité des systèmes de production. Next. Et donc, nous allons suivre pendant cette grosse demi-heure, quarantaine de minutes, ce déroulement. On est dans une période, typiquement actuellement avec la situation sanitaire, où l'agilité et la capacité de résilience de notre industrie sont très questionnées. Donc, on va brièvement faire une introduction, ça couvrira absolument pas tous les aspects de la customisation ni même de l'agilité, mais ça nous permet de faire une introduction, d'interagir avec vous et puis de s'ouvrir également à de plus amples interactions au-delà de ce webinaire. Donc d'abord sur les principes, les leviers de l'agilité, que ce soit la personnalisation, que ce soit la flexibilité, reconfigurabilité des systèmes de production. Des exemples industriels, alors là qu'on a ciblé dans la collaboration entre académique et industrie. Et puis, on terminera par donner une ouverture sur la manière de continuer, éventuellement, si vous êtes intéressé, par des aspects de formation qui sont ouverts. Par exemple, on prend l'exemple de l'école des mines, il y a bien sûr bien d'autres formations aussi ouvertes. Et puis, par cette journée qui est organisée au niveau de ce collectif Rhône-Alpes et Auvergne, des pôles de compétitivité sur l'industrie du futur, le 17 novembre 2020, qui sera une journée beaucoup plus complète consacrée à ces questions et qui sera introduite en fin de webinaire par Arnaud Boquillon. Next. Mais pour démarrer, donc, je voudrais passer la parole donc, à Arnaud Boquillon. Alors, Arnaud, c'est un petit peu le point de vue qu'on souhaiterait te voir introduire sur les besoins industriels. C'est-à-dire
déjà, la première question qui se pose un petit peu à nous, c'est est-ce que ces besoins liés à la mass customisation sont multisecteurs? Est-ce qu'ils se présentent de la même manière dans les différents secteurs industriels? Est-ce qu'il y a des spécificités? Et puis également, un petit peu, peut-être tu peux avoir une vision des perceptions de la part des industriels, des leviers pertinents en termes d'agilité organisationnelle pour je te passe la parole. Bonjour à tous, merci Xavier pour l'introduction. Effectivement, au travers du collectif des pôles, on fait le constat de la richesse et de la diversité à la fois des filières industrielles, mais aussi concernant le thème de l'après-midi, sur la définition même de cette notion de mass personnalisation entre les gens de l'électronique, les gens du textile, les gens de la mécanique ou de la plasturgie. On a effectivement une variété de sensibilités. Ce qui est commun à l'ensemble malgré tout, c'est voilà, le contexte de mondialisation, de guerre des prix, qui fait que globalement, les produits doivent être différenciants, doivent être attractifs. Et au travers de ce que les gens du marketing appellent l'expérience client, l'expérience utilisateur, ce client doit avoir l'impression d'être unique et malgré ce contexte de mondialisation, avoir le sentiment, avéré ou non, hein, perçu ou réel, qu'on répond à son besoin de façon unique et donc personnalisée. Donc ça diffuse et ça transpire aussi bien dans des relations B2C que B2B. On peut s'aventurer et s'essayer à donner une définition de la mass personnalisation. Cette expression, elle s'oppose finalement à la production de masse, et donc le terme masse demeure dans l'expression mass personnalisation, mais tout l'enjeu, c'est effectivement de considérer comment on arrive à tenir compte de la diversité de besoins, de la diversité de réponses, à partir de logiques industrielles qui, elles, sont issues de la masse production. Et il ne faut pas uniquement considérer le temps de production et de réalisation, c'est-à-dire cette approche de mass personnalisation démarre dès l'identification et la caractérisation des attentes clients jusqu'au SAV, jusqu'à l'après-vente, en passant effectivement par toutes les étapes de caractérisation des besoins, prise de commande, ordre de fabrication, réalisation, emballage, expédition et impact sur les chaînes logistiques de distribution et de livraison. Donc la mass personnalisation couvre bien l'ensemble de ces processus. Next. Et donc effectivement, à partir de ce constat, on peut présenter la mass personnalisation sous la forme d'un compromis entre cette approche masse production et une approche de prise en compte des besoins spécifiques et individuels. Et à partir de cette notion de compromis, on se rend bien compte qu'il va falloir trouver un juste compromis, un compromis qu'on peut s'amuser ou s'essayer à optimiser, suivant différents critères, des critères de coût, des critères de réalisation entre l'expression de besoin et la livraison chez le client. On peut imaginer des optimisations multicritères, mais il y a bien un moment, un arbitrage, un choix stratégique qui vise à positionner ce compromis. Donc, entre voilà, une logique de masse production et une logique de masse personnalisation. Alors, certains, on peut effectivement distinguer un stade intermédiaire entre masse production et masse personnalisation, qu'on appelle masse customisation, qui finalement est une étape intermédiaire vers la masse personnalisation, mais qui, en fait, ne cherche pas à satisfaire l'ensemble des besoins spécifiques, mais cherche effectivement à répondre sous la forme d'une offre, certes enrichie, mais néanmoins finie, déterministe, voilà, où on a finalement une liste, un nombre de configurations possibles, limité, restreint et en tout cas fini. Alors que la masse personnalisation porte l'ambition
d'une réponse quasi infinie. Next. Et donc, les 3 slides suivants vont essayer d'illustrer ce propos-là au travers de différents exemples fréquents, répandus, populaires. Et je m'aventurerai à essayer de positionner ces différents exemples sur cette échelle entre la masse production et la masse personnalisation. L'exemple de l'automobile est très connu. Alors effectivement, si on regarde l'automobile chez Rolls-Royce ou Bugatti, on est dans une personnalisation à outrance, enfin à outrance extrême, c'est-à-dire qu'on peut choisir la nuance des cuirs, la nuance de carrosserie, vraiment sur mesure. Par contre, on peut débattre de la notion de masse dans le sens où effectivement on est sur une production qui est quasi artisanale, même si elle fait appel à des techniques industrielles. Le stade intermédiaire, qui donc s'apparente plutôt à de la masse customisation, c'est les exemples de l'automobile constructeur généraliste, où on constate que entre les générations d'automobiles qui existaient il y a une vingtaine d'années avec certes des options, mais en nombre très limité. Par exemple, l'exemple qui est illustré là à l'époque de la Saxo, on avait 10 couleurs de carrosserie. Quand on regarde aujourd'hui sur la même gamme ce que propose la Citroën C3, on a un nombre de combinaisons qui a été multiplié par, en l'occurrence, 3,6, puisqu'on peut associer différentes teintes de couleurs de pavillon, de couleurs de carrosserie, de couleurs de rétroviseur. Voilà. Et néanmoins, la contrainte automobile, c'est, malgré ce nombre de variantes, continuer à sortir un véhicule par minute avec toutes ces combinaisons possibles. Autre exemple dans le domaine de l'habillement ou de la chaussure. Alors, on a le deuxième exemple là sur les vêtements professionnels où on arrive à commander en ligne. Et donc là, on voit bien la dimension amont de prise de commande. On arrive à spécialiser des tenues floquées, sérigraphiées, voire brodées, voilà, le nom de l'entreprise ou des choses très client spécifiques. Et puis, il y a l'exemple un peu plus connu de Nike, où effectivement, là encore, sur leur site, on peut alors non seulement faire le choix des couleurs de la basket, mais on peut aussi aller jusqu'à choisir des paramètres un peu plus ergonomiques, un peu plus techniques, épaisseur de l'amorti, largeur au niveau du coup de pied, etc. Donc là, on est sur un stade un petit peu intermédiaire. Mais sur ces exemples chaussures et habillement, on a bien en amont le questionnement, enfin la prise de besoin, la prise de commande, et puis le souci de livrer aussi dans un délai maîtrisé. Donc chez Nike, c'est 3 à 5 semaines pour prendre la commande, fabriquer et livrer chez le client. Next. Donc après, dans le domaine de l'électronique, c'est un exemple un petit peu, qui peut susciter le débat, puisque les fameux smartphones, effectivement, il n'y a rien de plus standardisé mondialement. Et là, finalement, on n'est pas sur une personnalisation de produit, mais on est sur une personnalisation par les applications ou par les accessoires qui finalement déportent le problème. Mais ça témoigne néanmoins de la demande et de l'engouement des clients pour l'appropriation du produit au travers de la personnalisation. Un autre exemple dans le domaine électronique qui ressemble un petit peu plus à de la masse customisation, voire personnalisation, c'est l'exemple des manettes pour les consoles de jeux, où là, effectivement, vous allez sur le site du fabricant, vous configurez votre manette et la promesse, c'est que vous soyez livré sous 28 jours. Donc là, encore une fois, c'est intermédiaire parce que, par exemple, le hard de la manette, c'est-à-dire la forme des boutons, etc., c'est standard. Par contre, sur la couleur des coques, on peut aller jusqu'à de la vraie personnalisation. On n'est pas sur un nombre de choix finis. On peut vraiment personnaliser beaucoup de choses. Les exemples de l'ameublement et en particulier de la cuisine ou de la salle de bain sont assez répandus. Alors là, pareil, il y a des constructeurs qui sont vraiment sur la personnalisation où on peut choisir ses éléments au millimètre près. Et puis, il y a d'autres constructeurs d'autres fabricants qui sont sur un stade intermédiaire où on est plus dans une logique de kitting avec un nombre
de combinaisons élevées, mais néanmoins finies, parce qu'on a des caissons standards, alors certes plusieurs tailles, mais on est sur des choses malgré tout standardisées. Voilà. Donc là, encore une fois, il y a eu une réflexion stratégique au niveau de l'entreprise pour savoir si on voulait aller jusqu'à de la vraie personnalisation ou s'arrêter à un stade de customisation intermédiaire. Next. Voilà. Après, dans l'alimentaire aussi, la masse personnalisation est en train de diffuser depuis des stades finalement assez simples, comme juste écrire son prénom sur l'étiquette d'un soda ou d'une pâte à tartiner, écrire son message. Alors ça paraît tout simple. Bon, il y a néanmoins, voilà, il faut quand même avoir un site de commande en ligne qui permet de gérer ça. Et puis après, ça impacte forcément la production. Alors, pas forcément sur la réalisation du produit lui-même, mais au moins sur l'étape d'emballage, de packaging. Et puis, on commence à voir des exemples un peu plus intrusifs, un peu plus réels, sur de la fabrication à façon et à demande, mais néanmoins robotisée, automatisée, d'aliments, depuis du chocolat jusqu'à de la pâtisserie. Et ce qu'on commence à voir aussi, c'est des choses autour, par exemple, d'alicaments ou de médicaments très spécialisés, des barres pour sportifs, des barres céréales, des choses qu'on peut vraiment personnaliser assez fortement. Exemple assez commun aussi et répandu, c'est les exemples de parfumerie. On voit de plus en plus, alors soit de magasins, soit de fabricants, soit de sites de vente en ligne qui offrent la possibilité de générer sa propre fragrance à partir de constituants élémentaires. Et la promesse, c'est vous aurez un parfum unique, un parfum qui vous ressemble. Voilà. Domaine du luxe, de l'horlogerie, on a aussi plusieurs illustrations. Là, j'ai pris l'exemple de Swatch. Quand vous allez sur leur site internet, on vous explique les différentes étapes. Et donc là, vous avez le choix entre différents boîtiers, taille de boîtier, mécanisme, bracelet, couleur, etc. On est aussi dans dans le même processus. Next. Voilà, exemple. Alors là, vous pouvez me dire oui, mais voilà, on est un peu sur l'exemple de Rolls-Royce ou de Bugatti là. Hein. Les fabricants de machines spéciales sont très habitués à fabriquer des équipements et des machines à façon, sur demande. Certains font de la machine unitaire et donc on va me dire bah oui, mais du coup c'est pas de la masse personnalisation, c'est de la personnalisation mais pas masse. Et par contre, on a des stades intermédiaires. Là, j'ai mis une illustration de robot où effectivement on a des gammes standardisées, voilà, mais néanmoins chaque robot qui sort de l'usine est client identifié, client personnalisé, et on peut tuner assez profondément la configuration de son robot. Et donc, on peut assimiler ça à de la masse personnalisation également. Le pendant des machines spéciales, hein, côté véhicule, l'industrie des véhicules spéciaux est aussi très familière avec cette notion de gestion de compromis. Voilà, enfin, moi j'ai une citation en tête de nos amis de Renault Trucks dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, là, l'usine, qui dit voilà, sur 2 années glissantes, je ne fabrique pas 2 fois le même camion. Donc chaque véhicule qui sort des lignes est bien personnalisé client, et on est pourtant dans une organisation industrielle et des équipements industriels qui sont qui rappellent une organisation de masse production avec une ligne d'assemblage, flux tiré, flux continu, et pourtant ils savent gérer une grande diversité de configurations. À un stade un peu plus orienté vers la personnalisation et un peu moins vers le masse, on a tout ce qui est effectivement véhicules de défense, véhicules de sécurité civile ou véhicules de chantier, où là aussi on a des lignes d'assemblage et donc les supply chains avec qui sont configurés pour gérer de la diversité. Next. Donc en synthèse de tout ça, effectivement, bien rappeler que la masse personnalisation, ce n'est pas qu'une problématique de fabrication. Il y a tout l'amont, depuis la captation des besoins jusqu'à la commande. Et là, donc, il y a différents leviers, différentes briques technologiques, différents modes d'organisation qui peuvent faciliter et permettre ça.
donc effectivement des questions autour des sites de commande en ligne, de l'IoT grand public, des objets connectés grand public qui peuvent permettre de mieux connaître l'usage qui est fait de ces produits en clientèle, qui permet d'avoir de la remontée de terrain, donc qui débouche effectivement sur de l'analyse de data. Et puis effectivement, les exemples précédents avaient vocation à vous montrer que la personnalisation, elle peut venir soit du hard, soit du produit lui-même, soit de choses connexes, accessoires, logiciels ou même services. Et dans le cas où ça vient effectivement du hard, du produit lui-même, ben effectivement, là, il y a un impact fort sur les lignes de fabrication, d'assemblage et les systèmes productifs globalement. Next. Et enfin, donc, sur l'étape, effectivement, entre la commande et la livraison, on a donc toute la dimension productive, la dimension fabrication-réalisation, avec l'étape intermédiaire de la conception. Et donc là, effectivement, ça, c'est des leviers clairement identifiés dans les feuilles de route industrie du futur au niveau européen ou national. Et donc là, on peut effectivement avoir des actions sur la conception innovante, la conception orientée utilisateur, la conception, les démarches de design thinking et autres. Et puis, on a plein de briques technologiques. Certaines sont très digitales, d'autres un petit peu moins, mais qui sont autant d'outils utiles, parfois indispensables, mais souvent utiles, pour effectivement arriver à assurer à la fois l'agilité, mais aussi la traçabilité et la continuité dans ces systèmes productifs. Il y a un volet aussi particulier qui est le choix du process de fabrication lui-même, que ce soit pour des produits métalliques ou des produits plastiques, en fonction du degré de personnalisation et de la dimension volume, capacité, on peut effectivement aller jusqu'à remettre profondément en question le choix du process sur le plastique, entre la réalisation de pièces en utilisant des moules, injection, ou basculer sur la fabrication additive qui est à façon. Et même chose pour les produits métalliques, on peut remettre en question les procédés eux-mêmes pour justement arriver à gérer ce degré de personnalisation. Des questions de scale-up ou scale-down, c'est vraiment, vraiment tenir compte de combien de pièces j'ai à réaliser, quel est mon engagement en termes de délai de livraison, etc. etc. La robotique qui a été un peu assez emblématique de la masse production, et ben aujourd'hui, les industriels ne sont pas prêts à se passer de robotique. Par contre, ils ont besoin de gérer cette diversité. Et donc, on demande maintenant à la robotique d'être elle-même agile, adaptative, résiliente. Et donc, on en vient à enrichir la robotique d'approches machine learning pour justement que les robots arrivent à absorber et accepter cette grande diversité. Voilà. Je pense être arrivé à la fin de ma présentation. Je te redonne la parole. Merci Arnaud. Next slide. Merci Arnaud. Ça a permis de parcourir tout un ensemble d'exemples, effectivement dans des secteurs divers. Donc ça souligne, je trouve à la fois que cette problématique de mass customisation est présente dans des domaines très, très variés, mais peut-être que derrière ça, il y a quand même aussi une diversité de principes. On sent déjà qu'il y a deux grands domaines. Un domaine lié à la proximité avec le client, la capture des usages, la capture des besoins et de l'expérience utilisateur. Et en complément derrière, il y a une problématique liée à la capacité du modèle industriel de répondre à ce besoin de diversité. Donc, il y a un peu une question également sans doute importante de qu'est-ce qui est de l'ordre du générique, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'adaptation à chaque business, chaque secteur ou chaque entreprise. Donc, c'est peut-être ce qu'on peut essayer d'éclairer aussi un petit peu dans la suite du débat.
Et dans un premier temps, je vais passer la parole à Khaled Medini pour revenir un petit peu sur cette notion de mass personnalisation et d'en éclairer un petit peu les mécanismes principaux et les capacités industrielles finalement qui sont nécessaires pour déployer la mass personnalisation. Je voudrais juste vous rappeler de bien couper tous vos micros. Je crois qu'il y a un micro qui est encore en marche. De bien couper tous vos micros, s'il vous plaît. Merci. Next. Merci. Merci Xavier. Bonjour à tous. Donc après cette belle introduction d'Arnaud Boquillon, on va revenir un peu en arrière. Donc il y a un siècle de cela, vous savez, Ford avec son modèle T, donc le fameux modèle T de Ford, avait réussi à envahir un peu le marché aux États-Unis. Parce que simplement, avec ce modèle, en fait, on avait une voiture assez performante, facile à conduire et surtout vendue à un prix très abordable. Donc, le secret de cette réussite à l'époque résidait, entre autres, on va dire, dans l'organisation du système industriel. On bénéficiait des travaux de Tyler sur l'organisation scientifique du travail, ainsi que d'autres aspects tels que par exemple l'utilisation de machines spéciales. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, un principe de base de la politique commerciale de Ford était any color you want as long as it is black. En gros, pas trop de diversité, on va dire. Il y a eu ensuite un petit déclin en termes de vente pour Ford. Également, les besoins des clients, ils ont beaucoup évolué et on va de plus en plus au-delà d'une simple guerre des prix. Donc, c'est un aspect qui a été abordé aussi par mon collègue. Donc, on intègre de nouvelles dimensions telles que, par exemple, la qualité, mais aussi et surtout aujourd'hui, les enjeux de la durabilité. Il ne suffit pas d'être performant d'un point de vue coût et prix de vente, mais aussi en termes de durabilité associée à notre offre en termes de produits et de services. Donc aujourd'hui, Ford dispose de près de 4 millions de variantes qui permettent de satisfaire un large éventail de clients. Mais le problème, là encore, c'est qu'à chaque fois, on essaie de diversifier l'offre de produits et de services. On induit une certaine complexité interne au sein du système industriel. Donc, par exemple, en termes de nombre d'articles, en termes de nombre de fournisseurs. Et là, il y a un vrai besoin de surveiller cette diversité, donc de l'offre, ainsi que son impact sur le système industriel. C'est ce qu'on appelle un peu la gestion de la diversité. L'enjeu reste toujours de satisfaire les besoins spécifiques des clients, mais en cherchant à générer quand même des économies de ce qu'on appelle d'envergure, c'est-à-dire en anglais un peu les economies of scope, à travers l'utilisation par exemple de plateformes produits. Donc il y a l'exemple des voitures avancées par Arnaud Boquillon avec la Citroën. Donc des fois on utilise pour différents modèles la même plateforme. Donc ça fait partie un peu de l'idée des économies d'envergure. Et toujours essayer de générer aussi des économies d'échelle en appliquant des principes tels que, par exemple, la standardisation, appliquer les principes du Lean, qu'on hérite un petit peu de la production de masse. Donc, la logique, là, c'est simplement un rappel, parce que c'était vraiment une introduction qui a bien abordé cet aspect-là de compromis. Donc, la logique, c'est toujours faire beaucoup avec peu, avec la personnalisation de masse, c'est-à-dire faire le maximum de produits et de services avec le minimum de ressources. Avec, bien évidemment, une idée de base, c'est qu'en fait, on ne va pas chercher avec la personnalisation de masse, on ne va pas chercher à répondre à toute demande, simplement, on va essayer de trouver un compromis entre diversité d'un côté et standardisation de l'autre côté. Next. Donc, la personnalisation de masse, donc dans ce sens, repose sur trois principales capacités, principes clés. Donc, le développement d'un espace de solution, donc le Solution Space Development, l'accompagnement au choix, Choice Navigation, et la robustesse, donc Robust Process Design.
Donc, l'espace de solution désigne en fait, en gros, le domaine du possible, c'est-à-dire un petit peu ce qu'on souhaite et on peut offrir au client. Donc, l'idée ici, c'est de passer d'une configuration où l'on veut satisfaire des besoins universels, c'est un peu la logique de la production de masse, vers une configuration où on va essayer d'associer les besoins clients à certaines caractéristiques du produit ou de service. C'est ce qu'on appelle généralement les attributs de personnalisation. Et donc, en définissant cet espace de solution, on se positionne entre deux extrêmes. D'un côté, ce qu'on appelle le one of a kind, des produits uniques, des produits, certaines voitures de luxe, par exemple. Et de l'autre côté, from the shelf, c'est le principe, par exemple, des supermarchés. Donc, la définition de l'espace des solutions est alimentée par un tas d'informations, notamment les informations qu'on récupère généralement des configurateurs, généralement les configurateurs en ligne, mais il y a d'autres moyens pour récupérer ces informations, tels que les toolkits d'innovation, qui permettent justement de récupérer certaines informations également sur les choix des clients. En complément, donc l'accompagnement au choix, ou le choice navigation, l'objectif ici, c'est de simplifier le processus de configuration par le client et d'éviter aussi au client la problématique de choix ou ce qu'on appelle le paradoxe de choix. Quand on a plusieurs solutions, un nombre élevé de solutions qui sont similaires, on va avoir du mal à choisir. Donc ça a plus beaucoup de sens pour le client. Donc pour cela, on utilise généralement les configurateurs qui permettent non seulement d'aider au choix, mais aussi de réduire le temps de vérification de la conception derrière. Donc après avoir choisi, donc un client, il y a une conception, il va passer à une étape d'industrialisation. Donc la vérification de cette conception est facilitée à travers les configurateurs. Et enfin, la robustesse, avec un enjeu de réduire l'impact de la diversité sur la performance d'entreprise. D'un point de vue conception, par exemple, on peut citer les systèmes de production flexibles et reconfigurables. Je ne vais pas détailler cet aspect parce qu'il est abordé par un spécialiste avec nous, qui est Xavier Delorme. Donc, en termes de pilotage, on peut prendre l'exemple de tout ce qui est couplage entre flux poussé et flux tiré. Si on prend par exemple les ordinateurs, il y avait un exemple, le fameux exemple Dell, qui avait une chaîne logistique qui était assez performante. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils adoptaient une gestion de la chaîne logistique, d'une partie de la chaîne logistique en flux poussé, pour tout ce qui est modules et composants standards, un peu les semi-finis, et une gestion au flux tiré pour les modules et les composants qui sont personnalisés par le client, généralement à travers des configurateurs en ligne. Et donc, ils avaient des ventes qui ont explosé à travers ce principe-là. Donc, en termes de conception, ils ne font pas beaucoup de choses en lien avec la personnalisation de masse. Simplement, ils ont bien configuré la chaîne logistique. Donc, il y a un autre exemple très intéressant, c'est Domino's Pizza, que je trouve justement très intéressant parce qu'ils abordent l'ensemble des étapes du cycle de vie de traitement d'une commande. C'est-à-dire dès la récupération des informations du client jusqu'à la livraison de la commande. C'est un processus qui est assez bien construit de traitement de la commande, de réalisation et de livraison et de suivi aussi. C'est un exemple intéressant également. Voilà. Next. Je crois. Merci Khaled. Donc, ce dernier slide était intéressant puisqu'il a bien éclairé trois briques fondamentales finalement à construire chez l'industriel. À la fois la capacité à concevoir un espace de solution sur lequel on va travailler, adapté au type de business dans lequel je suis. À la fois travailler sur les solutions pour manager le choix qui est laissé aux clients à travers des notions de configurateurs et des dispositifs Internet pour tout. Et puis derrière, un autre niveau qui est le niveau du processus de fabrication et de sa robustesse,
et donc de l'agilité des systèmes industriels. Et c'est ce niveau qu'on va maintenant un peu approfondir avec Xavier Delorme. Donc avec des questions qui se posent sur ces process et cette agilité industrielle, Xavier, c'est déjà le lien avec l'industrie du futur qui anime beaucoup d'innovations actuellement. Donc, est-ce que l'industrie du futur nous apporte des leviers d'un autre niveau pour cette agilité industrielle? Et puis après, je dirais, il y a des questions importantes aujourd'hui. D'une part, de choisir quelle est la stratégie, la technique adaptée à mon contexte industriel en termes de niveau de flexibilité, en termes de niveau de reconfigurabilité de mon système de production. Ce n'est pas forcément du tout la flexibilité à tout prix, la reconfigurabilité à tout prix. Et puis également, pour déployer cette flexibilité industrielle, peut-être quels sont les leviers, les problématiques et les verrous clés que je peux aborder ou que je dois aborder en tant qu'industriel. Voilà, je te laisse la parole si tu peux apporter quelques éclairages sur ces thèmes. Next. Merci Xavier. Donc, en effet, si je vais essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à tout un ensemble de transformations et d'évolutions auxquelles vous êtes confrontés à travers les évolutions vers l'industrie 4.0, on peut voir un petit peu sur ce schéma qui est extrait du livre blanc proposé par Gimlech, tout un ensemble d'évolutions et de transformations fortes qui impactent l'industrie. Et on peut voir apparaître au cœur de ces différentes technologies plein d'éléments qui sont des éléments caractéristiques de ce qu'est un système reconfigurable. On peut voir aussi que de nombreux éléments vont venir alimenter et vont venir permettre le développement de la personnalisation de masse. Alors c'est vrai sur des enjeux en termes de digitalisation, tout ce qui est lié au big data et à l'Internet des objets, par exemple, va aider et soutenir le développement de la personnalisation de masse à travers, ça a été évoqué précédemment, les possibilités offertes en termes d'échange, d'interaction avec le client, sous la forme de configurateurs, mais aussi sous la forme d'informations récupérées vis-à-vis des usages que peut avoir le client et des besoins qu'il peut exprimer de manière explicite, voire parfois implicite. Donc ça, c'est un des premiers piliers sur lesquels on peut appuyer la personnalisation de masse, mais on voit aussi sur ce schéma que tout un ensemble de moyens de production, et notamment tout ce qui concerne l'utilisation de robots, voire de cobots, l'utilisation de véhicules autonomes et l'utilisation d'un système de contrôle qui soit capable de piloter l'ensemble de ces éléments, de les connecter entre eux quasiment en temps réel, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques, on le verra un peu plus en détail après, des systèmes reconfigurables, apporte les moyens technologiques de fournir les produits qui peuvent répondre aux besoins issus de cette personnalisation de masse. Next. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail ce que sont les systèmes de production reconfigurables, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de similitudes avec les besoins exprimés précédemment sur les questions de la personnalisation de masse. L'idée, lorsque Koren a proposé ce principe de système reconfigurable, c'est d'avoir un compromis entre des systèmes de production dédiés, extrêmement productifs et, on l'a dit, liés à la production de masse, et des systèmes de production flexibles qui consistaient à essayer de pouvoir traiter un maximum de produits avec un même système extrêmement générique. Le principal inconvénient des systèmes flexibles, tels que les entreprises ont pu l'expérimenter, c'est de s'apercevoir que cette très grande variété, elle a un coût, à la fois en termes de coût de production, mais en termes de fiabilité aussi du système de production. Et dans tous les cas, elle oblige à définir a priori l'ensemble des possibles. Ça veut dire que le système flexible, il est associé à ce qu'évoquait Arnaud précédemment en termes de mass customization, c'est-à-dire qu'il se base sur une famille
définit à l'avance de produits que l'on peut proposer aux clients, mais il ne permet pas nécessairement d'aller au-delà de ce qui a été défini initialement. L'idée du compromis proposé par le système reconfigurable est d'avoir un système qui est suffisamment évolutif pour pouvoir changer au cours du temps l'ensemble des produits sur lesquels il va pouvoir être utilisé. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'on voit émerger de nouveaux besoins clients, on est capable de modifier le système de manière à l'adapter à des besoins qui vont changer, soit en termes de quantité, mais aussi en termes de type de produit, en termes de caractéristiques des produits qui sont considérés. Donc un système qui est capable de produire différents produits simultanément, mais qui est aussi capable d'évoluer pour adapter la production à des nouveaux besoins qui vont pouvoir émerger. Donc pour réussir ça, les systèmes doivent s'appuyer sur 6 éléments clés qui ont été proposés, qui sont indiqués là, qui sont la scalabilité, la capacité à adapter le niveau de production aux besoins, la convertibilité, ce que j'évoquais, la possibilité de faire évoluer les fonctions et les produits qui sont générés par ce système de production, la personnalisation, alors là il s'agit de la personnalisation du système de production lui-même, et des éléments qui vont permettre d'appuyer l'aspect production, personnalisation de masse, donc de garder l'élément standard, c'est la modularité, l'intégrabilité et, pour les questions de fiabilité, la diagnosticabilité. Alors parmi ces caractéristiques, on peut voir qu'il y en a certaines d'entre elles qui sont qui s'appuient fortement sur les évolutions liées à la digitalisation. Tout ce qui permet l'interconnexion, facilite la communication entre les différents équipements, ça va permettre d'appuyer les caractéristiques de modularité, d'intégrabilité, et tout ce qui est lié au capteur, à la remontée de données, va permettre d'appuyer les questions liées à la fiabilité et au diagnostic. Mais il y a aussi des caractéristiques qui sont directement liées au type d'organisation industrielle sur lesquelles on veut s'appuyer, et ce sont notamment les 3 premières évoquées, scalabilité, convertibilité et personnalisation. Donc en termes d'organisation, pour répondre à ces besoins, le schéma qui a été proposé sur les systèmes de production reconfigurables, c'est un schéma qui est représenté là, qui est un schéma qui correspond à un flux de production linéaire avec un ensemble de stations qui vont fonctionner en flux tiré et un flux linéaire avec un convoyeur qui va acheminer les pièces. Mais sur chaque station, on va avoir un dédoublement ou des postes de travail qui vont fonctionner en parallèle de manière à ajuster précisément la capacité de production et des pièces qu'on peut voir représentées ici avec 2 flux de pièces en bleu et l'autre en noir qui vont pouvoir avoir des caractéristiques différentes mais vont être traitées par le même système de production en suivant le même flux linéaire. Alors bien évidemment, même si le flux principal est linéaire, on peut avoir besoin dans certains cas de traiter un certain nombre de flux de retour qui sont représentés en rouge ici. Et là, c'est intéressant de pouvoir disposer de moyens plus légers et plus autonomes que sont par exemple les AGV qui permettent de traiter ces flux réduits. Donc en termes de ressources, on peut voir que ce schéma-là, il s'appuie sur différents types de ressources, donc des machines reconfigurables bien évidemment, mais aussi un certain nombre de machines à commande numérique avec un nombre de fonctionnalités qui peut être bridé. Et bien évidemment, ces systèmes, ils ne sont pas nécessairement entièrement automatisés et ils vont pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'opérateurs suffisamment polyvalents et avec des compétences fines qui vont permettre de garantir la flexibilité du système. C'est-à-dire qu'on va avoir un système qui n'est plus un système complètement automatique, mais un système semi-automatique qui fait intervenir à la fois des moyens technologiques extrêmement poussés et des opérateurs humains avec des compétences et une expérience importante. Et puis, au milieu de tout ça, on peut avoir des moyens. Alors, mon collègue évoquait la question de l'intelligence artificielle et du machine learning, mais c'est aussi le cas du développement des cobots, c'est-à-dire d'avoir des ressources automatiques, robotiques,
qui vont être en capacité d'interagir directement avec les opérateurs pour répondre au mieux aux besoins et à la production qui est demandée. Next. Donc, si on regarde plus globalement les différentes transformations auxquelles sont confrontés les industriels, on peut voir que l'ensemble de ces transformations, alors il y a l'évolution vers les systèmes reconfigurables, il y a d'autres transformations importantes, la servitisation, la fabrication additive, toutes ces transformations, elles vont permettre de répondre à un certain nombre de challenges sociétaux qui sont liés au développement durable, qui vont être liés à la question de la transition énergétique, qui peuvent être liés aussi au sujet émergent de la responsabilité sociale des entreprises et qui sont liés aux besoins de plus importants de personnalisation exprimés par les clients. Pour autant, ces transformations, elles doivent être capables de répondre à ces challenges sociétaux tout en garantissant la performance des entreprises, que ce soit en termes de compétitivité, mais aussi en termes de réactivité. Donc, comme on l'a dit, ces challenges, ces transformations, elles vont s'appuyer sur les nouvelles possibilités offertes par la digitalisation, mais ça ne suffit pas et derrière, il faudra être capable de traiter tout un ensemble de verrous organisationnels qui vont permettre de gérer et de traiter au mieux ces transformations. Alors, parmi ces verrous, on peut noter notamment la capacité à pouvoir gérer tout au long du cycle de vie du système de production l'ensemble des incertitudes et des reconfigurations qu'on va être amené à réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de penser le système de production non pas par rapport à un ensemble fini de produits connus à l'avance, mais par rapport à un ensemble de produits qui va évoluer au cours du temps, qui n'est pas connu au moment où on conçoit les éléments principaux du système de production, qui donc va induire un certain nombre de reconfigurations tout au long de son cycle de vie. Et donc, pour évaluer la pertinence des choix qui sont faits au moment de la conception du système, on doit être capable d'appréhender tout le cycle de vie à venir de ce système de production reconfigurable. Donc ça, c'est un des premiers verrous qui est important. Un autre verrou important, c'est le fait que ces systèmes de production reconfigurables, ils vont aussi ouvrir la possibilité à d'autres types de modèles économiques, et notamment des modèles économiques dans lesquels on va être capable de proposer de la capacité de production, notamment une capacité de production résiduelle, si l'état du système de production amène une capacité de production que l'entreprise n'est pas capable d'utiliser entièrement. Donc, elle sera en capacité de vendre de la capacité de production à d'autres entreprises de manière à rentabiliser et à utiliser au maximum les possibilités de son système de production reconfigurable. Donc ça, bien évidemment, ça n'induit pas que des difficultés d'ordre organisationnel et technique, mais ça induit aussi d'être capable de réfléchir à un modèle économique pertinent derrière ces possibilités. Et puis le dernier élément important en termes de verrou, c'est l'ensemble des interactions et des collaborations homme-machine qui découlent de ces systèmes et qu'on doit être capable de gérer et de traiter. Interactions qui sont liées à la fois au fait d'essayer d'utiliser au maximum les capacités et la flexibilité induites par l'utilisation d'opérateurs, mais aussi de tenir compte des possibilités qui sont offertes pour aider les opérateurs, pour les assister, donc les aider afin de leur permettre de gagner en qualité et en précision sur certaines tâches, ou dans d'autres cas, pour permettre de limiter un certain nombre de problèmes de fatigue, de santé, qui peut être lié à la réalisation de certaines tâches par des opérateurs. Donc le fait d'être capable de développer ces systèmes qui vont pouvoir tirer profit des forces respectives de ces opérateurs et des moyens automatiques et de les faire travailler de manière cohérente et synchronisée, ça fait partie des verrous importants que l'on doit traiter quand on s'intéresse au système de production reconfigurable. Voilà. Très bien. La parole, Xavier. Merci Xavier pour toutes ces explications. Next. Alors,
je souligne un petit peu à tout le monde qu'on a pris un petit peu de retard dans tous ces échanges. On va accélérer un petit peu hein, pour respecter quand même les créneaux horaires. Je signale que si vous avez une question au niveau des participants, vous pouvez d'ores et déjà l'écrire dans le chat à droite de votre écran. Concernant les exemples, Xavier et Khaled, je vais vous demander de réduire chacun à un exemple. Donc, vous choisissez l'exemple que vous voulez mettre en exergue le plus fortement et on va se limiter à un exemple par personne, s'il vous plaît, avant de passer à la conclusion et aux questions. Donc, quelques exemples et next, s'il vous plaît. Et Khaled, on te laisse choisir donc, ton exemple. Merci Xavier. Hop. Next. Ok. Alors, alors, il y a quelques éléments clés ici. En fait, je vais fusionner les deux exemples et en faire un seul. Voilà. Donc, c'est un compromis. Ça va aller très vite. Je comprends. Donc, la personnalisation de masse, parce que ça, c'est un aspect justement qui est assez important. C'est un sujet qui a été beaucoup traité de différents angles, tels que par exemple la conception, gestion des opérations, marketing. Mais il y a toujours des questions qui sont ouvertes. Donc, alors, le fait de dire que ça a beaucoup été traité, ça ne veut pas dire que les industriels ils se sont bien appropriés le sujet de la même manière et au même niveau. Ça, c'est en termes de questions de recherche. Mais par contre, en termes d'utilisation, d'application, il y a des contextes où on rencontre des success stories en lien avec la personnalisation de masse, d'autres secteurs où on commence à peine à intégrer ces concepts. Mais parmi les questions ouvertes, justement, c'est cette question entre personnalisation de masse et de développement durable. Donc, si on prend chacun des concepts, on le prend seul, on peut penser que c'est un modèle qui n'est pas forcément, qui va peut-être à l'encontre du développement durable. Mais la personnalisation de masse, à la base, en fait, elle vise à vendre uniquement ce qui est demandé. Donc, on peut se dire qu'à la base, c'est un modèle qui n'est pas forcément, qui ne va pas forcément à l'encontre du développement durable. Et encore, il semble que, vous savez, l'effet masse est même inévitable. Si on prend l'exemple de la crise sanitaire actuelle, donc un enjeu majeur, c'est de monter en puissance rapidement pour essayer de répondre à une demande assez forte en termes d'équipements médicaux. La question qui se pose ici, c'est comment passer d'un prototype personnalisé vers une production en série qui est assez stable. Et c'est là où le ramp-up a toute sa place, ou la montée en puissance. Donc, c'est un sujet qui est très, très important. Et ici, on illustre avec un simple exemple dans le domaine des cuisines personnalisées. Donc, dans cet exemple, on aborde les placards, des placards de cuisine personnalisés pour lesquels, en fait, on a étudié différentes stratégies de ramp-up, c'est-à-dire de montée en puissance, de gestion de la phase de montée en puissance entre la phase de développement et de production stable. Et donc, ces deux stratégies, c'est une première stratégie high volume, low mix, c'est-à-dire on choisit les produits les plus standards et on essaie de monter en puissance au niveau de ces produits, donc on augmente les volumes. Et notre stratégie low volume, high mix, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre de variantes, c'est-à-dire on lance l'ensemble des variantes en même temps pendant la phase de montée en puissance, en réduisant les volumes de production pour l'ensemble de ces variantes. Donc, généralement, ce qu'on déduit ou ce qu'on constate en faisant quelques simulations de ces stratégies, c'est qu'en fait, la deuxième stratégie, avec plus de diversité, elle est associée à une meilleure performance, notamment économique, moyennant, bien évidemment, une légère augmentation du prix de vente qui est assez cohérent dès qu'on parle de la personnalisation. Généralement, les clients ils sont, on va dire, prêts à payer parce que c'est des produits, on ne va pas dire uniques, mais ce sont des produits qui correspondent à leurs besoins spécifiques. Voilà, donc c'était la question du ramp-up. Next. Ici, c'est un simple exemple sur
l'intégration plus concrète des enjeux de la durabilité. Donc vous avez... rapidement, Khaled, hein, puisque oui, je vais juste... Donc, le projet, c'est un projet franco-américain sur l'intégration de ces questions dans la gestion de la diversité, donc les questions environnementales. Vous avez le lien en cas d'intérêt, donc vous y aurez accès. Et donc, je serai content de répondre en cas de question. Voilà, merci. Voilà, on peut revenir sur des exemples durant les questions également. Et donc, un deuxième exemple, Xavier. Next, s'il vous plaît. Oui, alors puisque j'ai le temps d'un seul exemple, je vais plutôt donner le deuxième exemple, donc next. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'une collaboration que l'on a pu mener avec une entreprise qui est une PME stéphanoise, qui s'appelle Boa Concept et qui travaille sur la fourniture de convoyeurs modulaires. Alors vous pouvez voir que là on retrouve un certain nombre de termes qu'on a pu employer précédemment. L'idée principale, c'est d'être capable de proposer une solution de convoyage qui soit sur un mode de type plug and play. Ça veut dire que l'on soit en capacité de déconnecter certaines parties du convoyeur pour les réorganiser et les repositionner différemment en fonction de l'évolution des besoins. Donc on peut voir là qu'on est sur une des briques de base qui est caractéristique de ce que peut être de la production dans le cadre d'un système reconfigurable, mais on est aussi sur quelque chose qui est très lié à la notion d'e-commerce, puisque derrière, on va pouvoir gérer tout un ensemble de problématiques en termes de lignes de préparation de commandes et donc en termes de reconfiguration. Donc, ce que vous pouvez voir sur la photo, là, c'est un exemple de ce type de ligne avec une caractéristique particulière que vous pouvez apercevoir qui est entourée en rouge, c'est le fait d'avoir positionné certains des convoyeurs sur roulette. Ce qui permet derrière de déconnecter les modules, de les déplacer et de les repositionner en quelques minutes, de transformer le système de production et son système de convoyeur qui derrière est en capacité de convoyer l'ensemble des produits de manière assez classique et normale. Ce type de système et d'enjeu, s'il est au cœur des systèmes reconfigurables, il a aussi amené l'entreprise à se poser des questions et à avoir une réflexion sur le basculement du produit vers le service, donc la servicisation, et donc de savoir dans quelle mesure ces modules, ces ressources, est-ce que ça n'a pas du sens de les proposer à ses clients, non plus en termes de vendre un produit convoyeur, mais leur vendre un service de convoyage tout en restant avec un certain niveau de propriété de ces différents modules. Donc on voit bien que là, sur la base de cette évolution technologique, on est sur quelque chose qui correspond à des briques essentielles à la fois pour les systèmes reconfigurables, pour la servicisation et pour le fait de proposer une offre personnalisée. Merci Xavier pour cet exemple éclairant également. Voilà, nous voilà arrivés un petit peu au terme next de la présentation et je vais passer simplement à une conclusion. Alors, très brièvement, si possible, on va souligner que pour les industriels qui seraient intéressés par continuer, il y a des possibilités de formation, soit courtes, soit plus formatiques, plus longues, qui sont offertes. Et puis, cette journée au mois de novembre pour approfondir les choses également que présentera Arnaud Bocquier. Next. Donc, d'abord, les éléments de formation, Khaled. Oui, donc rapidement, parmi les formations proposées, il y a le master spécialisé management de la transition industrielle, donc qui a pour objectif de former des ingénieurs avec des compétences à la fois managériales et techniques pour être ensuite intégrateurs et, on va dire, fédérateurs et pour conduire des projets de transition au sein des entreprises en lien avec la digitalisation. C'est une formation qui dure 1 an, se fait par alternance entre Nice Saint-Étienne et l'entreprise, donc il y a une thèse professionnelle à réaliser. La seule chose que je souhaiterais citer, c'est qu'en fait l'existence de ce master, c'est tributaire à un effort collectif à l'Institut Fayol.
Donc, j'assure moi-même la responsabilité pédagogique, mais je travaille avec une équipe multidisciplinaire, je dirais, d'enseignants-chercheurs de l'Université Saint-Étienne, d'universités européennes, internationales, et puis avec d'autres services pour gérer les relations avec les entreprises. Donc, vous avez les coordonnées si jamais vous avez, en cas d'intérêt. Donc, la formation s'appuie beaucoup sur une plateforme sur l'industrie du futur, donc il y a ITM Factory, et que je ne vais pas présenter parce que vous aurez 2 mots de la part de Xavier là-dessus. Next. Donc, cette première formation, c'était une formation diplômante, un master, et puis d'autres formes de formation présentées par Xavier. Voilà, donc à travers la plateforme ITM Factory qu'évoquait Raled, qui est une plateforme qui a été développée conjointement par l'UIMM et l'École des mines de Saint-Étienne. Et cette plateforme, elle propose, entre autres choses, tout un ensemble de formations à destination des industriels. Et donc là, j'ai indiqué les formations qui vont avoir lieu à l'automne 2020. Donc, il s'agit de formations d'une journée à destination des industriels sur différents sujets liés à l'agilité, la personnalisation et au développement durable, plus globalement à l'industrie du futur. Et puis à noter aussi qu'il y a d'autres formations qui s'ouvriront par la suite, et notamment en 2020, 2 formations qui sont très liées à ce dont nous avons parlé dans le cadre de ce webinaire, à savoir la question de l'agilité des organisations et des jumeaux numériques. Donc là aussi, sur le transparent, vous pouvez trouver les coordonnées du point contact si ces formations vous intéressent. Merci Xavier. Next. Et puis, on te rend la parole, Arnaud, pour clôturer un petit peu sur ces éléments et puis souligner un petit peu l'ensemble des aspects qui pourront être approfondis dans cette journée organisée le 17 novembre donc, par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Xavier x2 et Raled. Effectivement, ce premier webinar était une mise en bouche en réalité pour vraiment essayer de vous montrer la diversité des leviers, des technologies couvertes par ce thème de mass personnalisation. La journée du 17 novembre, qui sera une journée entière, une journée pleine, qu'on espère en présentiel, permettra d'aborder les autres leviers. C'est-à-dire aujourd'hui, on a eu un propos introductif, on a ensuite insisté sur un des leviers qui est cette dimension flexibilité, reconfigurabilité, donc une dimension à la fois organisationnelle avec briques technologiques utiles. Lors de la journée du 17 novembre, on va aborder les autres leviers. On a cité la conception, on a parlé un petit peu de marketing, on a parlé aussi de marque. Quand Raled nous parle d'outils de configuration pour déterminer la demande, effectivement, c'est à mettre en relation aussi peut-être avec une notion de marque, d'identité de marque. Voilà. Donc, la journée du 17 novembre sera beaucoup plus large en termes de leviers couverts. On s'appuiera sur des témoignages industriels, donc des entreprises qui aujourd'hui fabriquent des produits avec une forte diversité. Et puis, on fera intervenir aussi des offreurs de solutions, donc des acteurs qui proposent des briques technologiques. Alors, on a eu l'exemple des solutions de convoyage reconfigurables. Il y aura une intervention justement sur la robotique adaptative que j'ai citée tout à l'heure, en lien avec le machine learning. Conception, je l'ai dit. Voilà. Donc, l'idée, c'est en cette fin de webinaire de vous encourager à bloquer cette date du 17 novembre et puis d'assurer la continuité entre ce webinaire et le 17 novembre. C'est-à-dire que s'il y a des points, des sujets auxquels vous êtes particulièrement sensibles et que vous souhaitez que l'on aborde le 17 novembre, le programme n'est pas finalisé, donc il est temps de nous faire part de vos propositions et de vos volontés. Il y a une petite contradiction là dans le support. Au début, on vous a dit que la journée du 17 novembre, elle a été indiquée à Lyon. Là, elle est indiquée à Saint-Étienne. Voilà. Sauf erreur, elle sera à l'école des mines de Saint-Étienne. Xavier, tu me confirmeras ça, mais on reste sur ce scénario.
Et donc, effectivement, cette journée elle vous sera proposée donc, par le collectif des pôles. Et donc, l'ensemble des secteurs textile, plasturgie, électronique et même chimie, effectivement, étayeront le programme de cette journée. Et donc, cette journée est faite pour vous, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos propositions et de vos souhaits. Merci Arnaud. Oui, c'est bien. Vous êtes bien invité, bien chaleureusement, Amine Saint-Etienne. Oui, ça doit être une petite erreur sur nos slides. En tout cas, voilà ce qu'on voulait un petit peu déjà échanger avec vous pour commencer les débats. Si vous avez immédiatement 2 ou 3 questions, on ne pourra pas durer trop longtemps, mais 2 ou 3 questions, c'est bien volontiers. Vous pouvez essayer de prendre le micro éventuellement, si ça vous est possible, ou sinon de l'inscrire aussi dans le chat au niveau de l'interface de communication. C'est aussi possible d'utiliser la question. D'utiliser les questions. You mean do they need to write in the chat, or can they? There are 2 options. People can write in a chat, or they can use the questions pane. Questions pane, yeah. I don't know where it is, but I see one question from Maxime asking if this presentation will be available. Yes, this presentation will be available on different websites. One of the websites will be the DigiFOF project. Pardon. D'une mise à disposition, ça sera sur le site du projet DigiFOF que vous voyez là. Donc, vous tapez sur Internet et ça sera rapidement disponible. Et puis, les pôles de compétitivité vont vous répondre à ce sujet. Je laisse Arnaud répondre. Donc, effectivement, le webinaire a été enregistré, donc il sera diffusé, comme l'a dit Xavier, sur le site DigiFOF. Mais les 7 pôles de compétitivité du collectif les diffuseront aussi via leur site propre. Voilà, donc oui, il sera accessible. Et donc, pour le point que j'évoquais tout à l'heure, enfin, pour la remontée de questions, de souhaits et propositions d'intervention, rapprochez-vous de vos pôles habituels, hein, voilà, de vos pôles référents, et puis exprimez vos souhaits. Vous êtes bienvenus. J'avais une petite question, moi, si je me permets, à mes collègues, Khaled, Xavier, ou peut-être Arnaud, tu as une vision là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des analyses scientifiques qui pourraient apporter un éclairage un petit peu sur l'impact en termes de performance, en fait, de ces mécanismes de personnalisation, que ce soit plus au niveau agilité industrielle, flexibilité, reconfigurabilité, que ce soit plus au niveau personnalisation. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus ou si c'est des questions pour la suite. Moi, je peux m'aventurer à apporter un élément de réponse qui, à mon avis, te choquera pas, Xavier. Moi, je suis assez sensible à la notion de critères de performance aussi. On a beaucoup parlé de performance industrielle. On peut questionner aussi ce qu'on entend par performance. Donc, on a évoqué, il y a des critères de développement durable, il y a des critères de prix, il y a des critères capacitaires ou de réponse, de temps de réponse. Et toute cette réflexion autour des critères de performance, on a effectivement en région des acteurs qui savent très bien travailler là-dessus. Je pense à nos amis grenoblois ou à nos amis savoyards qui, pour les premiers, travaillent beaucoup sur ces notions de critérisation de performance et pour les seconds, s'intéressent beaucoup aux aspects développement durable, éco-conception, économie circulaire. Donc, il y a effectivement en région sur ces questions-là toutes les compétences nécessaires, académiques comme au niveau offreur de solutions, offreur de technologies. Et donc, l'ambition de la journée du 17 novembre, c'est bien de mettre tout ça en lumière.
je réagis à ça juste en complément de ce que disait Arnaud. La personnalisation de masse, je pense, c'est un défi pour certaines entreprises donc à relever. Donc, elles acceptent ce défi en proposant la personnalisation à travers les configurateurs, à travers les processus robustes, etc. Mais si c'est relevé comme défi, c'est-à-dire si on met en place l'ensemble des capacités clés nécessaires pour réussir la personnalisation de masse, et si on a le contexte adéquat, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui cherchent justement des produits personnalisés, que ce soit en B2C ou en B2B, qui font au final partie des facteurs clés de succès. Si on a tout ça, si l'entreprise met en place correctement les leviers, les gère correctement, ben c'est un défi qui est relevé. Dans l'autre cas, la personnalisation, ça va avoir un effet très néfaste sur l'entreprise parce que simplement, en termes de gestion du système ou de pilotage du système de production, ça va aller exactement dans l'autre sens et même en termes de durabilité, surtout durabilité environnementale, déchets, de gaspillage. Donc, il y a un risque fort de détériorer la performance si on ne maîtrise pas les leviers ou les capacités clés de la personnalisation. Très bien, merci à tous les deux. Zbigniew, can you just check if there is any additional question or not? I can see one information with thanks for the presentation, and yes, one additional. Il y a un point qui a été à mon sens peu abordé, c'est un travail probablement nécessaire sur la conception de la produit, de manière à avoir par exemple un produit modulaire, afin par exemple de permettre une personnalisation retardée à partir de kits ou sous-ensembles. I hope I read it properly. Thank you very much. Yes. Donc, question donc, sur l'importance aussi de travailler en termes de conception, en termes de modularité et de l'impact que ça peut avoir dans ce dispositif de personnalisation. Est-ce que certains veulent réagir? Je peux apporter un premier élément de réponse, si vous voulez bien. Donc, la modularité, justement, c'est vraiment au cœur de la gestion de la diversité pour la personnalisation de masse. Donc, afin de pouvoir à la fois répondre à une diversité de demandes de clients et d'assurer en même temps une certaine standardisation au sein du processus de l'entreprise, des ressources de l'entreprise. Donc, la modularité, c'est une des clés qui permet justement d'assurer ou de pouvoir générer ce qu'on appelle des économies d'envergure. C'est-à-dire pour un certain nombre limité de ressources, donc de composants de modules standards, c'est le cas de Dell aussi, on peut, juste en configurant, reconfigurant, obtenir plusieurs variantes du produit final. Donc là, c'est vraiment au cœur de l'idée du compromis entre diversité et standardisation. C'est pour ça que, par exemple, Dell, il y a la chaîne logistique, mais il y a aussi la modularité de l'ordinateur Dell qui a contribué à sa réussite. Effectivement, Xavier, je peux ajouter un ou deux points. Dans les exemples qu'on a utilisés aujourd'hui, on a beaucoup montré des produits neufs et on a parlé de personnalisation d'un produit neuf, mais effectivement, on peut ajouter une dimension au travers du rétrofit, du remanufacturing à mi-vie, par exemple. Et voilà, il peut y avoir une dimension masse personnalisation tout au long de la vie. Et là, même référence que tout à l'heure, clin d'œil à nos amis savoyards et grenoblois qui, à mon avis, peuvent apporter des éléments sur ce point. Je rajouterais de mon côté un élément, peut-être que Xavier voudra intervenir aussi, un élément sur la modularité. On a travaillé de longue date, bien sûr, sur la modularité des systèmes physiques en eux-mêmes, donc de l'offre produit, en fait. Aujourd'hui, on travaille aussi sur la modularité de l'offre produits et services. Donc, la modularité également des services avec les mêmes problématiques un petit peu d'industrialisation, de standardisation et donc d'amélioration de la performance tout en maintenant une diversité là de l'offre service qui soit large.
et donc la capacité à gérer cette modularité, que ce soit pour des éléments plus matériels ou des éléments plus immatériels. D'autres réactions, Xavier, non? Oui, simplement, je pense que vous avez déjà donné l'essentiel des éléments, mais je crois qu'en effet, clairement, la question de la modularité, tout comme celle de la prise en compte du cycle de vie, est au cœur à la fois de la personnalisation au niveau du produit et du système productif quand on parle de système reconfigurable. Donc, ce sont deux enjeux très importants qu'on aura très clairement l'occasion de développer lors de la journée du 17, je l'espère. On va s'arrêter là. On a déjà passé largement le temps des échanges prévus. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants. Et puis, on vous dit à bientôt. On reste à votre disposition. Bien cordialement, bonne continuation, bon déconfinement. Merci à tous. Merci aux intervenants. Au revoir. Merci à tous. Donc, désolé pour la vidéo, donc je n'ai pas été suffisamment agile pour m'adapter. Thank you, Zilliu. We can shut down the webinar at CM. Thank you very much. You're welcome. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir.